خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. صحة رمضانكم وهذا في رمضان. Normalement c'est bien de faire preuve de piété, de remise en cause et une purge spirituelle. J'invite tous les Algériennes, toutes les Algériennes et tous les Algériens à entamer une remise en cause générale et à faire preuve d'essayer de faire de la méditation spirituelle et une introspection intérieure. Rappelez-vous de la polémique à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024 avec une certaine tiktokeuse ou la influenceuse algérienne qui avait traité les Africains, les subsahariens, les Africains de l'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest notamment, comme des sous-hommes, en croyant que notre pays leur est largement supérieur à leur pays et que nous sommes tellement développés, puissants et importants que notre place ne devrait même pas être sur le continent africain, qu'on aurait dû être situé selon elle entre l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, cette influenceuse qui a eu beaucoup de partisans, parce que nous avons bien vu dans les commentaires sur les réseaux sociaux, nous avons bien vu dans la polémique qui avait suivi, comment beaucoup d'Algériennes et d'Algériens l'ont soutenu, ont soutenu ces dérapages racistes et xénophobes, ces dérapages immoraux, ces dérapages méprisants. J'aimerais bien que ces Algériennes et Algériens regardent aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Comme par hasard, en 2024, le Sénégal et l'Algérie organisent tous les deux des élections présidentielles. Au Sénégal a connu une crise politique qui a failli faire basculer le pays dans l'instabilité, dans même un climat de guerre civile, et tout a été sauvé in extremis grâce à la conscience de la société civile sénégalaise, grâce à la bonne organisation de l'opposition sénégalaise et grâce à l'acte de patriotisme et à la remise en cause à laquelle avait procédé à la dernière minute le pouvoir sénégalais, ou les partis qui étaient les lobbies, ou les partis, les composants du pouvoir sénégalais. Mais la Belgique, avec quoi je dois... Je sais, franchement, j'ai depuis hier, je regarde sans cesse les émissions, les vidéos, les images et les informations qui nous parviennent du Sénégal. Et je suis jeune. Je suis fier de mes amis sénégalais. J'ai visité à 2 reprises Dakar. C'est parmi les pays que j'aime le plus sur le continent africain. C'est parmi les pays que je connais le mieux. Et c'est parmi les pays, le Sénégal est parmi les pays pour lequel j'ai la plus grande affection. Le Sénégal et Ajma, ils ont élu un opposant de 44 ans dans une élection présidentielle avec un taux de participation de plus de 71%. Le Sénégal, un pays jeune, de 60% de la population, est âgée entre 25 ans, moins de 25 ans, en tout cas moins de 30 ans, a élu un opposant dès le premier tour, M. Bassirou Faye. Il y a 10 jours, cet opposant, il était en prison. Il était en prison, vous vous imaginez, il a été libéré le 14 mars pour qu'il puisse participer à la campagne électorale. Le 24 mars, le dimanche 24 mars, il participe aux élections présidentielles et hier, le 25 mars 2024, il a été déclaré gagnant. Son concurrent direct, Amadou Ba, qui est le premier ministre sortant, qui était le candidat du pouvoir, puisque le président sénégalais Macky Sall a été empêché après une série de protestations et une grande mobilisation populaire de l'opposition de l'empêcher de faire un 3e mandat. Amadou Ba, le candidat du pouvoir, a fini par reconnaître sa défaite et le Sénégal a connu une transition pacifique exceptionnelle. Un film émouvant qui démontre que lorsque les peuples se mobilisent, lorsque les peuples prennent en main leur destin, lorsqu'on a une classe politique structurée, lorsqu'on a des opposants, des vrais militants, avec une véritable culture politique, une culture militante, avec des véritables connexions avec la population, eh bien des pays africains peuvent se démocratiser. Le Sénégal est un exemple. Je vous rappelle que le Sénégal est en crise politique depuis 3 ans. Ils ont un président qui s'appelle Macky Sall, qui n'a pas un bilan catastrophique. C'est-à-dire, franchement, quand on compare le bilan de Macky Sall avec Abdelmadjid Tebboune, le Macky Sall, quand même, au cours de son premier mandat, il a redressé le Sénégal, il a fait du Sénégal l'un des pays les plus stables parmi les pays qui aspirent à l'émergence.
Deuxième mandat, depuis la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, il y a eu des mauvaises gestions, des erreurs de gestion et des problèmes économiques incroyables qui ont explosé, assez intenses, qui ont explosé au Sénégal avec une forte inflation, beaucoup de chômage et beaucoup d'immigration clandestine. Macky Sall voulait faire un troisième mandat, ses partisans ont essayé d'imposer une interprétation différente de la Constitution, ils ont essayé de même de trouver des subterfuges pour faire un troisième mandat et contourner l'interdiction de faire 2 mandats successifs. Je ne rentre trop dans les détails. Ousmane Sonko, qui est son principal opposant, avec l'ensemble des forces de l'opposition sénégalaise, se sont mobilisés pour empêcher le troisième mandat de Macky Sall. Et tout a été fait pour obliger Macky Sall à renoncer à son troisième mandat. Dans la paix, il y a eu quelques émeutes en 2023. Il y a eu, pendant 3 ans, il y a eu des émeutes, il y a eu quelques crises cycliques, quelques tensions cycliques. Et Macky Sall a fini comme un patriote sincère. Il a bien vu que s'il faisait le troisième mandat, son pays sera très divisé et au bord du gouffre, et que beaucoup de Sénégalais veulent conserver, ils sont attachés à l'alternance au pouvoir. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie si ce n'est l'alternance au pouvoir? Qu'est-ce que c'est que le bonheur d'un peuple, si ce n'est de pouvoir choisir lui-même son propre président au lieu de soumettre, au lieu de subir la même figure politique pendant 15 ans ou 20 ans. Les peuples les plus civilisés, les plus libres veulent avoir leur mot à dire sur le choix de leur leader, et l'alternance au pouvoir est quand même le mécanisme démocratique le plus important. Parce qu'un président, un homme n'est pas omniscient. Un homme ou une femme, un être humain n'est pas omniscient. Il n'est pas surpuissant. Et à un moment donné, au bout de 10 ans, ou de 15 ans, il fait 100 ans, il a fait des erreurs, il a fait de son mieux. Quelquefois, il a un bon bilan, quelquefois un bilan pas toujours satisfaisant, mais il faut qu'il y ait de l'alternance. L'objectif de l'alternance, c'est que on puisse donner la possibilité au peuple de choisir, de changer de leader, de changer de chef d'État, de changer de président, parce qu'on estime que on ne peut pas être un seul homme ne peut pas durer longtemps, et plus on dure au pouvoir, plus il y a l'usure du pouvoir, et plus il y a le risque de collectionner les échecs, mais aussi le risque de sombrer dans la dictature, dans le totalitarisme, dans la culture de l'abus, dans l'accumulation des privilèges illicites, où il y a une république bananière. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une alternance, qu'un chef d'État ne puisse pas faire plus de 2 mandats. Un pays qui ne connaît qu'un seul chef d'État, pendant 20 ans ou 25 ans, c'est des pays qui finissent toujours par sombrer dans des crises politiques, parce qu'il y a toujours des crises de succession, il y a la corruption dans son entourage qui s'installe, ça devient des monarchies républicaines. Et il n'y aura plus de différence entre une monarchie et une république. La différence principale qui permettait aux républiques de prospérer, c'est quand même l'alternance au pouvoir. Et cette alternance au pouvoir, malheureusement, elle n'est pas respectée dans énormément de pays africains. Le Sénégal a une tradition démocratique. On se souvient comment Macky Sall a remplacé Abdoulaye Wade, comment Abdou Diouf avait été remplacé par Abdoulaye Wade. C'est pas nouveau, sauf que cette fois-ci, ça a été un scénario exceptionnel. Macky Sall a remporté les élections présidentielles au début. Elles étaient prévues parce que son mandat présidentiel se termine le 2 avril. Et lui, il avait reporté les élections présidentielles qui étaient prévues au mois de février dernier, vers le 26, à la fin du mois de février. Ils ont été reportés jusqu'au 15 décembre, prétextant des problèmes au niveau de la commission électorale, au niveau au niveau des juges qui devaient choisir qui devaient sélectionner ou valider les candidatures, parce qu'il y avait pas mal de candidatures, il y avait une véritable vitalité politique au Sénégal. Il y a eu 16 ou 17 candidats quand même aux élections présidentielles. Je vois la différence, je vois la différence bien ce que nous sommes en train entre l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie d'aujourd'hui et le Sénégal d'aujourd'hui. Il y a eu 16-17 candidats. Encore une fois, un taux de participation de 71%. Mais en Algérie, quand les dernières élections, c'était 23%. Et je ne crois pas qu'au rythme actuel, dans le climat politique dans lequel évolue l'Algérie aujourd'hui, je ne crois pas que nous allons un jour égaler ne serait-ce que la moitié du taux de participation qui a été enregistré aux élections présidentielles sénégalaises. Bon, il y a eu le report des élections, grande mobilisation de l'opposition. Ensuite, les opposants ont été mis en prison. Plusieurs opposants ont été mis en prison. Menom Hada Bassirou et comment il s'appelle,
son mentor Ousmane Sonko. Ils ont été placés en détention. Wahd avait déjà été jugé, Ousmane Sonko. Donc, sa candidature aux élections présidentielles a été invalidée. Son dossier avait été invalidé. Son bras droit, Hada Bassirou Faye, a été emprisonné, mais n'avait pas été encore jugé. Donc, il avait un casier judiciaire qui était toujours encore vierge. Et c'est des affaires politiques, parce qu'il s'agit d'outrage à magistrat et à compte constitué. Il a fait de la prison, et il sort de prison le 14 mars. Et c'est lui qui a été présenté, aux élections au nom du principal parti de l'opposition, le PASTEF, qui est le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est le mouvement de gauche au Sénégal. Il se présente aux élections, et Ousmane Sonko, qui devait lui-même participer à ces élections, qui a été rejeté et dont la candidature a été invalidée juste pour une affaire de diffamation envers un ministre. Le pouvoir sénégalais, avec le pouvoir de Macky Sall, le clan Macky Sall, ont tout orchestré pour casser Ousmane Sonko, qui était l'opposant le plus populaire, et c'est lui qui était pressenti de gagner ces élections. Le pouvoir sénégalais pensait qu'en écartant Ousmane Sonko qu'il allait gagner. Il avait mal calculé son coup, puisque Bassirou Faye a fait une excellente campagne électorale. Les deux hommes, c'est très extraordinaire, qui se connaissent depuis 2007 et qui étaient des amis, Bassirou Faye ou Ousmane Sonko ont fait la campagne électorale ensemble pour ces élections présidentielles pendant 10 jours, et ils ont fini par gagner, par obtenir la majorité des voix des Sénégalais dès le premier tour. Quand même, je parle, 7 millions de personnes ont voté au Sénégal quand même. Et le corps électoral, c'est 7 millions de personnes, avec 71% de taux de participation. C'est quand même plus de 5 millions de personnes qui ont voté à travers 16 000 bureaux de vote répartis sur le territoire sénégalais. Extraordinaire scénario. Et à la fin, le poulain de Macky Sall, parce que Macky Sall, il ne pouvait pas participer, il ne pouvait pas faire un troisième mandat, il a utilisé son premier ministre, Amadou Ba, pour que son clan reste au pouvoir. Et bien, son poulain et son clan ont perdu, et c'est l'opposition qui a gagné, et le peuple sénégalais a forcé le pouvoir sénégalais à reconnaître sa défaite et à accepter le principe de transition démocratique. Et Bassirou Faye a été félicité par son adversaire direct et par plusieurs autres candidats qui ont reconnu sa victoire. Et le Sénégal va connaître la désignation à la tête de son État d'un jeune président de 44 ans qui était, il y a de cela 10 jours, un simple détenu politique. Voilà, comment un plan B, c'est vrai qu'il avait toujours été le plan B. C'était pas lui, ça nous rappelle bien sûr l'histoire de Rachid Nekez, etc. Mais bon, avec tout le respect que j'ai pour Rachid Nekez, le plan B qu'il nous avait présenté en 2019 n'avait pas les qualités humaines ni intellectuelles, ni humaines, ni comment dirais-je, ni politique, ni l'expérience politique du plan B sénégalais, parce que Bassirou Faye, c'est pas un rigolo, c'est un ancien inspecteur des impôts, c'est quelqu'un qui milite dans l'opposition depuis très longtemps, il a des idées très claires, il a un projet. Alors, ce que veut faire le nouveau président sénégalais, c'est quand même très ambitieux, une réconciliation nationale, parce que le Sénégal a été divisé, ça fait 3 ans de crise politique, entre les partisans de Macky Sall et les partisans de l'opposition. Maintenant, il faut réconcilier les Sénégalais, refondation des institutions, lutte contre l'inflation et allègement du coût de la vie, et combattre la corruption à toutes les échelles. Un programme très ambitieux qui fera du Sénégal, encore une fois, l'un des pays africains les plus démocratisés, les plus prospères, en tout cas les plus stables. Peut-être pas les plus prospères, les plus stables et les plus sûrs. Je fais la différence entre ce Sénégal et l'Algérie. Chez nous, nous avons un président de la République qui a écourté son mandat. Il voulait reporter les élections. D'ailleurs, le cas sénégalais, au départ, était un cas d'école pour les dirigeants algériens. Le clan Tebboune, beaucoup de gens ont dit, pourquoi nous aussi on ne fait pas comme le Sénégal et on reporte aux élections, on ne reporte pas les élections de 6 mois jusqu'en 2025. Voilà, jusqu'à la fin de l'année 2025 et on gagne encore plus de temps. Au départ, l'expérience sénégalaise a été un exemple pour le régime algérien. Mais maintenant, je crois qu'elle ne sera plus un exemple, parce qu'une fois qu'il y a une transition politique démocratique, sereine et pacifique, et que le candidat de l'opposition, c'est lui qui a gagné contre le candidat du pouvoir, je ne crois pas que maintenant le clan Tebboune va considérer encore le Sénégal comme modèle. Bon, après, après on a fait plusieurs émissions sur les dessous de cette annonce d'une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre. Le pouvoir Tebboune voulait faire comme le Sénégal au départ, voulait faire reporter les élections.
D'abord, il voulait reporter les élections, les annuler, les reporter pour avoir le temps nécessaire de préparer son prolongement au pouvoir ou un deuxième mandat pour Tebboune ou un successeur plus jeune, plus solide qui pourrait conserver, garantir la pérennité de son clan. Exactement comme voulait faire Macky Sall, sauf que contrairement contrairement à l'Algérie, au Sénégal, l'opposition a bougé, la société civile a bougé, une grande mobilisation populaire, et le pouvoir sénégalais a été obligé de programmer une élection avant la fin du mandat présidentiel, qui est le 2 avril pour Macky Sall. En Algérie, avec Majid Tebboune, sur la pression médiatique uniquement, et avec une pression médiatique exercée entre autres par des médias indépendants comme Algérie Part, qui ont dénoncé et condamné et mis en garde contre les dangers encourus par le scénario catastrophique d'un report des élections présidentielles. Eh ben, il a anticipé, il a organisé une élection présidentielle anticipée, mais en écourtant son mandat, mais sans démissionner. Donc, quelque part, il a fait comme Macky Sall, mais à l'envers. Au lieu de prolonger son mandat, Majid Tebboune a écourté son mandat pour rester au pouvoir. Pour la seule différence, c'est que Majid Tebboune a la légitimité de briguer un deuxième mandat, parce que la Constitution algérienne le permet. Il ne viole pas une règle constitutionnelle. Il a juste quand même violé une règle importante de la Constitution, qui est qui n'a pas le droit d'écourter son mandat sans démissionner ou là sans l'interrompre. Il a interrompu son mandat, il a écourté pour organiser une élection avant la rentrée sociale avec une campagne électorale en plein été et sans candidat pour le moment de l'opposition. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, s'il avait vraiment le désir et la volonté sincère d'organiser des élections libres et indépendantes et de la remporter cette élection loyalement et à la régulière, il aurait pu faire comme Macky Sall, comme le pouvoir sénégalais, il aurait pu faire une amnistie, on sort les détenus politiques, général à l'Irdélé, je laisse Karim Dabou, je laisse Boujaji, je laisse des opposants, je laisse Abdou Samar, pourquoi pas, participer à des élections présidentielles libres et régulières, que tout le monde participe et que les opposants puissent s'exprimer, qu'il y ait des meetings, que la presse puisse s'exprimer. Où je faut ce jour-là, c'est réellement Majid Tebboune peut gagner une élection régulière et loyale contre des candidats qui auraient toutes les marges de manœuvre pour s'exprimer, pour faire de la politique, pour se mobiliser, pour essayer de convaincre le peuple de la nécessité du changement. Le pouvoir algérien ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais le Sénégal l'a fait. Parce qu'au sein du pouvoir sénégalais, d'abord le pouvoir sénégalais a été mis sous pression. Il ne pouvait pas donc abuser régulièrement et longtemps. Il a essayé de faire le passage en force. Le passage en force n'a pas passé. N'a pas pu avoir lieu au Sénégal parce qu'il y avait une opposition, une société civile structurée. Et qui avait une véritable base populaire. En Algérie, le passage en force de Tebboune, il est là. Est-ce qu'il va passer? Il risque de passer parce que nous n'avons pas d'opposition structurée avec une base populaire. Souvent, j'ai discuté avec des amis algériens, ou avec des sources, ou avec des collaborateurs et des interlocuteurs. Ils disent, mais l'Algérie, c'est différent. Au Sénégal, ils n'ont pas une institution militaire forte, ils n'ont pas une armée très forte. Et c'est puis, ils ont des traditions démocratiques plus anciennes que l'Algérie. Je suis désolé, c'est pas l'institution, c'est pas l'existence ou l'inexistence de l'institution militaire. Il y a pas mal de pays qui ont connu des transitions démocratiques en présence ou là, avec l'accompagnement même de l'institution militaire. Le cas du Portugal, peut-être en 70, est un cas d'école. Même dans des pays de l'Amérique latine, récemment, je viens le Chili, depuis 2019, il a connu une transition politique et démocratique assez ambitieuse. Je ne fais un moment. Donc le fait d'avoir une armée importante et une institution militaire importante, ce n'est pas ça qui freine la démocratie. En Algérie, mais une opposition qui est populaire. Qui trouve comment Ousmane Sonko s'est battu et sur le terrain, il a fait de la prison, etc. Comment il a beaucoup de partisans. Là, tu vois, il y a une différence. Mais un opposant qui est l'équivalent de Ousmane Sonko. C'est pour dire la vérité. Mais on a l'équivalent du PASTEF en Algérie. On a des partis d'opposition qui sont respectables. Hein. Le LCD, le FFS, il y a le Parti des Travailleurs, peut-être, quelques, il y a le MSP, des fois ils font un peu de l'opposition. Mais maintenant, j'ai une base populaire développée. Parce qu'ils ne font pas de la politique sur le terrain. Et souvent, les opposants algériens ont toujours préféré traiter avec le système et croire ou postuler pour un changement à l'intérieur du système. Alors que les opposants comme des pays comme le Sénégal ont toujours voulu un changement hors système et qui vient de l'extérieur du système et qui sera contre le système.
Donc, ils ont une base militante. Malheureusement, nous avons une opposition qui est sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Bien sûr, nous avons un régime beaucoup plus brutal, beaucoup plus liberticide que le régime sénégalais. Ça n'a rien à voir. Un régime beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus militarisé, mais aussi parce qu'il y a une société civile qui est absente. Les Algériens, on nargue les subsahariens, on leur donne des leçons de civilisation comme qu'on est supérieur à eux parce que nous sommes plus blancs, on est plus proches de l'Europe, ce qui est complètement faux. Mais nous avons, en réalité, c'est quoi la vérité? C'est que les Sénégalais ont plus de conscience que les Algériens, sont plus politisés et ils sont plus sensibles à l'intérêt général de leur pays. On a une société civile déstructurée, niveau bas. Il faut regarder le niveau de la presse sénégalaise et le niveau de la presse algérienne. Rien à voir. Rien à voir. Regardez la différence entre l'élite sénégalaise et l'élite algérienne. Et regardez la rue, même la rue sénégalaise. Ils sont conscients. Ils veulent l'avenir de leur pays. Ils sont pas là, ils sont pas dans des logiques de clan, vive l'armée, vive tel président. Non, ils sont dans des logiques de défense de l'intérêt général. Ils veulent que leur pays progresse. Ils veulent sortir de la misère, de la pauvreté. Ils veulent aller vers la prospérité. Ils veulent aller vers la paix. Ils cherchent la démocratie. En Algérie, on n'a pas une société civile qui est consciente. Pourquoi? Parce que la société civile en Algérie, on a cassé le tissu associatif, on a cassé l'école algérienne, elle est catastrophique. Le poids du conservatisme religieux qui empêche les Algériens d'élargir leur esprit, de s'ouvrir sur le reste du monde. On a des médias poubelles qui propagent les fake news et les discours haineux et qui sèment les polémiques, qui sèment la zizanie au sein de la population. Mais on a une société civile qui est politisée, qui a une tradition de militantisme. La vérité, mis à part quelques régions qui ont la Kabylie, un peu les grandes villes, Alger, un peu Ouargla, un peu quelques villes à l'est qui ont des traditions de lutte sociale, économique et politique, nous n'avons pas de société civile réellement politisée qui peut avoir une prise de conscience concernant l'importance d'engager un combat politique pour changer le système et pour changer les pratiques de mauvaise gouvernance. C'est pour ça que nous, c'est à l'armée de changer. Ce n'est pas à l'armée de changer les pratiques mauvaises, les pratiques politiques mauvaises. Donc elle est en partie responsable un petit peu aussi, l'armée. Elle est victime et coupable. L'armée pour l'Algérie, elle est moitié victime, moitié coupable. Victime de la nature politique du régime algérien et des dérives absurdes des dirigeants, et aussi coupable parce qu'elle est aussi leur protectrice, elle est leur colonne vertébrale, elle est leur caution, morale et politique. C'est au peuple de changer. Le Sénégal a démontré que c'est le peuple qui ramène la démocratie. C'est le peuple qui impose une transition démocratique. C'est le peuple qui impose, s'il veut imposer un opposant au pouvoir, il impose un opposant au pouvoir. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple. C'est la leçon du cas sénégalais. Le peuple n'a pas voulu d'un troisième mandat de Macky Sall, n'a pas voulu que Macky Sall dépasse ou la prolonge son mandat présidentiel, n'a pas accepté le report des élections présidentielles, n'a pas accepté que les opposants soient en prison. Il a décidé de mettre un opposant qui était un détenu politique à la tête de l'État. C'est le peuple. En Algérie, le peuple a essayé en 2019, mais il n'y a pas eu lieu. Il a vu qu'il n'y avait pas d'opposition. Est-ce que les Algériens et les Algériennes sont moins courageux que les Sénégalais? Non, je ne le crois pas. Les Algériens et les Algériens ne sont pas moins courageux, ils sont juste plus dégoûtés. On ne peut pas dire dans une émission. Parce que les Algériens et les Algériens de 2019, ils n'ont plus rien gagné. Parce qu'il n'y avait personne pour les soutenir ou pour les guider.